Bonsoir. Heureux de reprendre nos activités, même si c'est la dernière fois l'année 2021. Et heureux aussi de recevoir en présentiel des gens fidèles malgré le retour, ou presque, de la pandémie. Je ne veux pas annoncer des mauvaises nouvelles. Malgré le mauvais temps aussi, le froid. Ce soir, nous allons partager les réflexions d'un ami et d'un collègue, Arthur Kane, qui vit maintenant en Irak, mais qui connaît très très bien le nord de la Syrie et notamment les zones kurdes. Arthur est chercheur en sciences politiques à l'Université Paris 1. Il a également été boursier de l'Institut français du Proche-Orient, IFPO à Erbil, au nord de l'Irak, Kurdistan irakien. Il travaille en Irak depuis 2009 et il travaille sur l'insurrection en Syrie depuis 2012. Il a publié notamment avec nos amis Gilles Doran-Soro et Adam un livre qui, pour moi, un livre clé pour comprendre la situation dans une période aussi très cruciale dans la vie de la révolution syrienne. Et ils ont fait du terrain, contrairement à beaucoup de chercheurs qui écrivent sur le sujet en évitant de faire du terrain même virtuel. Alors, son livre, qui vient de sortir chez Cartala, s'appelle « La guerre civile que j'ai oubliée à la maison ». La guerre civile irakienne, ordre partisan et politique identitaire à Kirkouk. Et c'est un ouvrage qui permet d'analyser les transformations de la scène politique irakienne et le poids des partis politiques, à la fois producteurs de violence, intermédiaires obligés entre la population et les institutions étatiques. Nous avons eu l'habitude ici au Carré d'écouter notre collègue et chercheur associé Adel Bakawan nous parler d'Irak. Et je ne sais pas si tu partages la même réflexion sur le travail d'Adel. Adel, c'est l'un des rares chercheurs irakiens qui travaillent sur l'Irak en tant qu'Irakien. Pas en tant que Kurde, arabe, chrétien, musulman, parce qu'on trouve de plus en plus un repli identitaire religieux, même involontaire, chez certains chercheurs dans la région. Il a cet avantage de dépasser les divisions et de penser comme citoyen irakien. Arthur, tu vas nous parler un petit peu du livre, mais aussi de ton vécu, tes observations qui n'ont pas été peut-être inclus dans le livre, mais qui sont plus récentes, que tu as observées après la fin de la rédaction. Et tu as la parole. Merci. Merci beaucoup pour la... Il y a deux. Ah oui, très bien. Merci. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Salam. C'est toujours un plaisir de venir au Carep. Votre travail est vraiment formidable. C'est vraiment un endroit extrêmement important, je trouve, sur la scène intellectuelle. Merci d'avoir souligné également le travail d'Adel Bakawan et la nécessité justement de déplacer les clivages identitaires, de dépasser justement l'approche par soit la religion ou l'ethnie pour expliquer le conflit irakien. C'est une réelle nécessité et comme tu le soulignais, on observe la même chose dans le conflit syrien, mais aussi on a déjà observé la même chose dans le conflit libanais bien avant. C'est-à-dire une tentative d'expliquer la guerre, le conflit, par des dynamiques communautaires et par une espèce d'essentialisme du conflit. Donc voilà, les gens, par essence, se mobiliseraient autour d'identités communes, culturelles, etc., qui partagent. Et en fait, le problème de ces approches, c'est que ça efface totalement le politique, et notamment le travail des organisations politiques, des partis, des syndicats, etc., qui pourtant sont extrêmement importants, qui structurent la vie politique, la vie économique, la vie quotidienne des Irakiens, mais aussi des Syriens, on pourrait y revenir peut-être dans la discussion, et également le conflit.
Or, le livre que j'ai rédigé, donc, qui porte sur Kirkuk, mais en fait qui est un ouvrage donc, que j'ai mis 10 ans à faire, et 10 ans de terrain en Irak, de vécu dans le pays, et qui prend en fait le gouvernorat de l'Irak qui est le plus segmenté sur un plan identitaire, hein, par des partis kurdes, turkmènes, arabes sunnites, insurrections sunnites, puis après montée en puissance des organisations chiites. Et en fait, cet ouvrage montre que derrière ça, en fait, il y a un jeu politique, que dans la société, il n'y a pas de conflit communautaire, ou très peu. Et par contre, le conflit est porté par des organisations qui organisent la société pour justement entrer dans ce conflit. Ce soir, j'aimerais revenir avec vous, partager quelques réflexions sur le contexte post-électoral que vit actuellement l'Irak, hein, suite aux élections parlementaires d'octobre dernier. Derrière ce thème, en fait, revenir sur la manière dont un nouvel ordre politique tente de se mettre en place en Irak, un nouvel ordre politique porté par des groupes pro-iraniens qui sont organisés en milices, on va y revenir tout de suite, mais qui tentent de passer aux politiques et de s'imposer sur la scène politique et devenir une sorte de l'hégémon à un parti majoritaire qui ferait basculer l'ensemble de la scène politique de son côté. Évidemment, poser cette interrogation, c'est demander de revenir sur la trajectoire de ces organisations politiques, et ce qu'on va faire à l'instant, et d'essayer de comprendre tout le jeu politique, comment se restructure le jeu politique dans l'après-guerre contre l'État islamique, depuis la victoire officielle contre l'État islamique en 2017. Alors, pourquoi parler d'un nouvel ordre politique et militaire? C'est une réflexion qui vient directement du travail collectif auquel j'ai participé, qu'on a mené avec notamment Gilles de Rossoro et Adam Bachko sur la Syrie. C'est-à-dire que très vite dans les guerres civiles, ce qu'on voit, c'est la montée d'ordres politiques, d'ordres sociaux en compétition. Ordres sociaux, ça veut dire bien sûr des organisations politico-militaires qui s'affrontent, mais qui tentent également de transformer la société, de s'y imposer en contrôlant l'économie, et qui mettent en place notamment des différentes hiérarchies. Par exemple, le fait d'être chiite ou sunnite n'a plus la même valeur. Si on veut faire du business, mettre ses enfants à l'école, même dans la vie quotidienne. Et derrière ça, en fait, des programmes politiques se déploient et qui mettent en opposition des zones territoriales et des populations. Alors, la particularité du nouvel ordre politique pro-iranien qui tente de se mettre en place en Irak, c'est que ce n'est pas un ordre politique chiite, il a une volonté multicommunautaire, on le montrera, et également une velléité nationale. Il veut contrôler, donc c'est un camp politique qui veut contrôler l'ensemble du pays. Pour comprendre cette évolution, comment des groupes pro-iraniens chiites, en grande majorité, ont pu construire comme ça un programme politique national et multicommunautaire, il faut revenir sur les transformations et les trajectoires des commandants, des officiers et des cadres politiques de ces réseaux pro-iraniens. Alors évidemment, on a en tête la fondation des brigades Badr en 1982 en Iran, en pleine guerre Iran-Irak, et donc sur le modèle des Bassidji iraniens qui dominent alors, c'est-à-dire avec très peu de moyens, comment on trouve des cadres par la religion, par l'encadrement politique, on va construire des brigades de volontaires qui vont pour aller au combat contre l'Irak baathiste. En fait, tout un modèle politique et idéologique émerge de comment faire de la politique. Évidemment, les brigades Badr sont adossées au parti Dawa, qui est également créé en Iran, et qui, en 2003, vont revenir en Irak suite à la chute du régime de Saddam Hussein et tenter donc, de commencer à faire de la politique en Irak. Et puis très vite, elles vont réussir à s'imposer sur la scène politique chiite et puis ensuite sur la scène politique nationale. Comment cela se passe en 2003 ? Donc ça va passer directement par le contrôle des institutions de l'État. Alors là, peut-être un point important à noter, c'est que l'État irakien n'est absolument pas un État sur le point d'éclater, même si c'est un État faible, failli, mais même si la notion d'État failli ne veut pas dire grand-chose. En fait, l'État irakien est composé de plus de 4 millions de fonctionnaires, sans parler des retraités, etc., peut-être 6 ou 7 millions, en comptant les personnes pensionnaires et les militaires. Donc c'est une bureaucratie colossale. On passe de 2003 du régime baathiste à 900 000 fonctionnaires actuellement, donc ce chiffre colossal de 4 millions de fonctionnaires environ.
un État extrêmement bureaucratisé et dont les institutions sont soudées par la manière dont la rente est captée. C'est-à-dire que c'est un État qui fonctionne par une rente pétrolière et l'exportation du pétrole demande énormément de centralisme. Ce qui veut dire qu'en fait, en Irak, pour contrôler le pays, il faut contrôler Bagdad. Il faut avoir des deals au centre. D'où le fait que lorsqu'en 2004-2005, les Américains imposent un système parlementaire avec une alternance qui se fait par un système électoral, l'ensemble des organisations politiques irakiennes vont devoir jouer ce jeu électoral pour jouer un jeu légal et arriver à obtenir des positions dans l'État et donc accéder à cette rente économique. C'est ce que font donc les groupes pro-iraniens, les brigades Badr et le Parti Dawa. Les brigades Badr, dès 2004, prennent le contrôle du ministère de l'Intérieur, vont se saisir des lois de la débassification qui vont promulguées par les Américains pour détruire totalement l'ancienne élite arabe baathiste et remplacer cette élite par des cadres fidèles au projet politique et au modèle politique proposé par le Parti Dawa et les brigades Badr. Derrière ça, il y a une volonté également de construire ce qu'on va appeler ensuite un État profond, mais en fait, c'est plutôt des réseaux politiques au sein de l'État qui visent à contrôler la scène politique, à contrôler les réseaux économiques et surtout à s'assurer qu'il n'y ait pas de coup d'État possible contre la nouvelle élite pro-iranienne qui prend à ce moment-là le contrôle du pays. Évidemment, donc, je passe rapidement là-dessus, mais tout ça n'est pas linéaire. Les brigades Badr subissent plusieurs divisions internes qui amènent à des scissions, de même pour le Parti Dawa. En 2008, entre 2006 et 2008, elles font face à l'armée du Mahdi, donc au sein de la famille politique chiite, donc il y a des forces coalisées par Muqtada al-Sadr qui s'insurgent contre la force occupation américaine, mais également qui vont faire la guerre contre les brigades Badr qu'elles jugent pro-iraniennes et trop élitistes, et également contre l'insurrection sunnite. Et c'est là où, en fait, où le projet politique pro-iranien va être en question, c'est qu'il va devoir s'imposer au sein du camp chiite par la force, et c'est en 2008, avec la victoire sur l'armée du Mahdi, que là, en fait, la voie politique est ouverte pour une prise de contrôle presque totale de l'État. À ce moment-là, le premier ministre irakien, donc c'est Nouri al-Maliki, qui, fort de sa victoire en 2008 sur l'armée du Mahdi, va demander ensuite, va se faire le fer de lance du retrait américain. Et lorsqu'il obtient le retrait américain en 2011, là, il bascule dans une politique pro-iranienne. Et face à un mouvement de contestation qui se développe majoritairement à partir de 2011 dans les provinces arabes sunnites, mais aussi des événements ailleurs, il va favoriser la construction, le renforcement des milices pro-iraniennes. Donc c'est là où on a la montée en puissance d'autres formes miliciennes que les brigades Badr, que la forme historique, donc les Kataïb Hezbollah, Saïb al-Haq, qui montent en puissance à ce moment-là. Évidemment, la guerre en Syrie, où ces forces pro-iraniennes, ces milices, sont envoyées en Syrie combattre pour soutenir le régime d'Hafez al-Assad contre le mouvement révolutionnaire syrien. Et donc la montée en force de ces coalitions miliciennes va, en 2014, exploser en termes de nombre, se massifier dans la guerre contre l'État islamique, portée non seulement par la mobilisation populaire, donc l'appel de l'Ayatollah Sistani, mais surtout par le fait que d'un coup, ces groupes deviennent légaux. Ils obtiennent un financement de l'État, des salaires qui portent le nombre de combattants miliciens à plus de 160 000 hommes, avec 3 milliards de budget de l'État. Et donc, pour la première fois, ces groupes qui jusque-là étaient des réseaux parallèles au sein de l'État deviennent des groupes légaux au sein de l'État, au sein des forces de sécurité. Évidemment, vont à ce moment-là se poser la question de comment on passe aux politiques, comment on entre plus sur la scène politique irakienne. Donc 2017, c'est la fin de la guerre, de la reconquête territoriale sur l'État islamique. L'ensemble de ces groupes miliciens ont à ce moment-là réussi à construire un réseau sécuritaire pro-iranien sur l'ensemble du territoire. Ce n'est plus du tout des groupes chiites, comme je le disais au début de ma présentation, c'est des groupes largement multicommunautaires, environ 40%, je crois, ouais, c'est ça, 40% des combattants qui, dans ces groupes pro-iraniens, sont des sunnites. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils tiennent des régions sunnites et des régions
où des minorités existent, comme donc on voit apparaître des brigades yézidis, chrétiennes, faélies, turkmènes, arabes évidemment, qui, sous encadrement des Pasdaran, des forces al-Quds et des cadres des brigades Badr, pour faire simple, vont contrôler le territoire et la population. Évidemment, ce qu'on voit se passer à partir de 2017, c'est un développement des réseaux économiques. Et donc, d'un contrôle sécuritaire, ces groupes passent à un contrôle de l'économie. Le contrôle de l'économie se passe de deux manières, par le bas, donc raquette des commerçants, raquette de la population. Vous voulez ouvrir un commerce, même à Mossoul, en fait, vous êtes sur des listes des brigades Badr ou des Kataib Hezbollah qui viennent vous demander une participation, un pourcentage des bénéfices. C'est des pratiques évidemment qui existent depuis le régime baathiste, mais qui se démultiplient considérablement depuis 2017. Et évidemment par le haut, c'est-à-dire ces groupes pro-iraniens en prenant le contrôle des ministères, de postes importants au sein des ministères, directeurs, etc., ou même de certains gouvernements, arrivent à contrôler les appels d'offres de l'État et donc empocher une partie de la rente économique irakienne. Or, contrôler la sécurité, contrôler une partie de l'économie, ça ne fait pas tout. Évidemment, en octobre 2018, les premières élections parlementaires post-État islamique posent la question du passage aux politiques. Et là, coup de force, ces milices, coalisées dans le groupe Al-Fatah, remportent 48 élus au Parlement irakien. Alors, 48 élus, on pourrait se dire, bon, finalement, sur un groupe parlementaire de 329 personnes, c'est assez minoritaire. En fait, il faut remettre ça dans le contexte de coalitions chiites plus importantes, où elles peuvent s'associer à différents cadres du parti Dawa, à l'Akim, à différentes autres forces, qui, en fait, leur permet d'être majoritaires au sein du Parlement et d'imposer le jeu politique. Derrière ça, trois choses importantes à souligner. Donc, premièrement, comme je disais tout à l'heure, c'est la volonté nationale, le contrôle de l'ensemble du pays. On n'est pas du tout face, comme le modèle libanais, pardon, où le Kataib Hezbollah au Liban, finalement, cherchent un gouvernement de consensus et se contentent de leur zone, ne cherchent pas à contrôler le nord du pays sunnite ou des zones chrétiennes. Là, en Irak, les forces pro-iraniennes veulent contrôler l'ensemble du pays directement. Deuxième chose, bien qu'il y ait énormément de compétition économique derrière ces groupes et une corruption massive, détournement des fonds, etc., ce n'est pas la prédation économique qui les fait poursuivre cette course politique, c'est bien les objectifs politiques et la volonté d'imposer un nouvel ordre politique et dominer la scène politique irakienne. C'est important de revenir là-dessus parce que souvent on se perd un peu en Irak, parce qu'on a l'impression que leur stratégie n'est pas très claire, surtout au niveau des commandants locaux qui sont clairement dans des tentatives de rapine, souvent très loin des calculs politiques nationaux. Cependant, quand on discute, on interroge les cadres militaires et politiques des différents groupes, les Nujaba, Kataib Hezbollah, Saïf al-Haq, etc., tous font part en fait d'une réelle volonté stratégique politique de contrôler l'État, même si évidemment ils reconnaissent des problèmes de leadership et de coordination. Et là, c'est le troisième point important à souligner, c'est le fait que, et là, c'est propre au modèle iranien tel qu'il se projette dans l'ensemble de la région, du Liban à la Syrie, en passant par le Yémen, c'est qu'en fait, l'Iran soutient des groupes locaux, des proxys locaux, sans jamais chercher vraiment à les contrôler. Pourquoi? Alors, la première raison, c'est que l'Iran n'a pas forcément les moyens économiques et les ressources pour contrôler directement ces groupes, mais c'est aussi que l'Iran, finalement, a des objectifs stratégiques très larges, il ne cherche pas seulement à avoir un impact direct, un temps direct sur le terrain. Et là, on est peut-être, vous voyez, dans un modèle politique très différent de celui, par exemple, des Turcs. La Turquie qui n'hésite pas à projeter son armée, à contrôler directement auprès des proxys sur les différents théâtres d'opération, de la Libye à la Syrie. L'Iran, en fait, cherche plutôt à créer des routes, des réseaux, à s'assurer que ces réseaux restent ouverts, déstabiliser les États de la région afin de les garder sous son emprise. Mais la volonté de contrôler directement, d'imposer des modes de gouvernance, etc., demanderait des ressources énormes que la République islamique iranienne n'a pas. Donc, on se décharge sur des groupes miliciens. Et là, ça devient intéressant parce qu'en fait, ces groupes miliciens, ça explique le fait aussi qu'ils manquent de coordination, ils manquent de leadership. Comme ils ont été construits par le bas, après il y a des enjeux nationaux, etc., mais énormément de compétition.
Et en fait, l'Iran a beaucoup de mal à les réguler. Et évidemment, l'assassinat d'Al-Muhandi, c'est de Qassem Soleimani il y a un an par une frappe américaine, va mettre en branle un peu, va interroger toute cette structure milicienne pro-iranienne et sa capacité à avoir une stratégie claire en vue justement des étapes électorales. Et de là, aussi, ça pose la question de quel mode de gouvernance se met en place à l'ombre de ces systèmes sécuritaires pro-iraniens. Alors, on le voit en Syrie, où le régime est extrêmement faible. Hein. Bachar al-Assad peut à peine sortir de son palais. Le pays est sous contrôle des milices tenues par l'Iran. Et en fait, la gouvernance de l'État syrien est extrêmement faible. La capacité de retour de l'État, en fait, en Syrie n'existe pas. L'État ne peut pas revenir parce qu'il a disparu, détruit, soudainement détruit par cette politique de décharge milicienne impulsée par l'Iran. Évidemment, en Irak, alors là, on est face à un État beaucoup plus solide, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, une administration extrêmement forte, avec des procédures bureaucratiques, administratives, etc. Si vous travaillez en Irak, vous vivez en Irak, la relation à l'État est un enfer, quoi. Comme dans tous les États post-soviétiques, hein, post-socialistes par ailleurs. Et là est donc évidemment l'impact de l'effet de ce modèle pro-iranien est plus limité, plus diffus, même si évidemment on voit au niveau local, au niveau des districts, évidemment le mode de gouvernance de l'État s'est effacé. Les conseils locaux sont bloqués, les gouvernements n'arrivent plus à impulser des politiques publiques, etc., sous l'effet de ces milices pro-iraniennes. Et donc là, je reviens à mon argument qui est de dire, en fait, ces milices sont incapables de produire de la gouvernance et de l'action publique. Et ce qui est intéressant, c'est que donc à partir de 2009, elles vont se retrouver face à une vague de contestations qui contestent non seulement l'influence iranienne, mais derrière ça surtout la corruption massive, le chômage, les services publics de plus en plus mis à mal, sans qu'aucune politique de réforme ne puisse voir le jour. Et donc là, on voit tout le dilemme en fait de la politique iranienne. C'est certes, elle projette un modèle d'intervention extrêmement dynamique qui domine sur le plan sécuritaire, politique, etc., militaire, mais en même temps qui est incapable de mettre sur pied un mode de gouvernance et une stratégie claire, perd en puissance face à des mouvements de contestation. Et donc là, on interroge à nouveau la capacité de ces groupes à mettre en place un nouvel ordre politique. Je continue encore un tout petit peu sur deux, trois éléments. Donc ça, c'était prévu l'introduction, mais elle a un peu dépassé. Alors, juste, je voudrais refaire un peu la séquence électorale d'octobre dernier, parce que j'ai eu la chance de pouvoir la suivre un peu en discutant avec différents cadres de ces milices. Premièrement, en fait, avant les élections, on est face à des réseaux miliciens pro-iraniens extrêmement confiants. Ils le disent, ils contrôlent le territoire, ils contrôlent l'économie. Personne n'ose les contester. Ils ont vaincu l'État islamique. Je reprends un peu leur perception de leur situation. Ils ont vaincu l'État islamique. Ils ont remporté le bras de fer contre les Américains en bombardant, en harcelant les forces de la coalition. Ils ont forcé les forces de la coalition à se concentrer dans leur base, donc à en faire des cibles encore plus faciles. Et à terme, ce qui leur a permis d'obliger les Américains à évacuer un certain nombre de bases pour se replier encore plus. Les accords sur le nucléaire avec l'Iran reprennent, donc l'impression en fait, d'avoir réussi à transformer l'essai de la confrontation avec les forces de la coalition. Et surtout, plus important pour elles ont vaincu les mouvements de contestation qui décrivent comme étant justement des mouvements impulsés par les Occidentaux pour déstabiliser l'ensemble des régimes de la région, à commencer par le régime syrien, etc. Donc voilà, toute cette idéologie politique. Et donc l'impression en fait d'être dominant politiquement et que les élections vont être les leurs et l'occasion de concrétiser ce passage aux politiques. Ce qui fait qu'en fait, et ça c'est intéressant, avant les élections d'octobre, c'est pas des élections très contestées. Tout le monde va participer aux élections. Il y a un véritable consensus en Irak sur le fait qu'il faut des élections. Enfin, les Américains, les Occidentaux ne vont pas interférer dans ce jeu électoral. Donc voilà, on a notre chance pour l'emporter. Évidemment,
Plusieurs choses le montrent à ce moment-là. Hein. Donc, il y a cette fameuse conférence en août à Bagdad où le président français se rend avec l'ensemble des pays de la région et on discute un peu de la relation de la région par rapport à l'Iran, mais aussi plein d'autres discussions parallèles autour. Et on a l'impression d'un apaisement. On sort enfin du conflit, de cette logique d'affrontement pays occidentaux avec leurs alliés arabes contre l'Iran. Et puis, on revient à des discussions beaucoup plus pragmatiques autour de différents axes économiques, notamment l'axe Égypte, Jordanie, Irak sur l'économie qui commence à être présenté à ce moment-là. Et on a l'impression donc qu'on peut sortir de la confrontation. Et là-dessus, il y a vraiment les milices ne prennent pas trop la mesure en fait de leur manque de leadership, de leur manque de coordination. Je pense aussi parce qu'ils ont l'impression d'avoir achevé déjà un premier round qui s'est plutôt bien passé pour elles. Alors, les milices sont également extrêmement présentes sur le territoire. Hein. Donc, la veille des élections, les semaines qui viennent avant les élections, il y a quand même une mobilisation massive de ces milices pour remporter les élections. Ça se voit de trois manières. Donc, ces milices sont extrêmement bien organisées au niveau local. Hein. Donc, les différentes sections miliciennes prennent les listes des anciens manifestants, font des listes des quartiers, commencent à harceler la population pour s'assurer que les gens susceptibles de voter pour l'opposition ne vont pas voter pour eux. Dans les territoires arabes sunnites, où évidemment la clientèle milicienne est un peu bancale, ils vont kidnapper les personnes dans les familles pour forcer le reste de la famille à aller voter pour elles. Et enfin, pendant les élections, comme elles participent aux élections, elles siègent dans les bureaux électoraux. Elles siègent dans les bureaux électoraux, et ce qui fait qu'elles ont les listes des gens qui sont censés venir voter. Donc, durant la journée électorale, à partir de 13-14 heures, quand elles voient qu'en fait, il y a une personne qui est venue, les gens commencent à passer des coups de fil pour envoyer des bus, des gens, récolter les votants, les électeurs, et puis les ramener pour voter pour elles. Donc, tout ça, on voit qu'en fait, elles tiennent le terrain. Nombre d'amis qui ont quand même bravé tout ça, qui ont quand même essayé d'aller voter, qui se sont fait enlever, qui jusqu'à aujourd'hui sont disparus, torturés ou exécutés. Enfin, il y a une vraie terreur. Et quand vous êtes actuellement en Irak, quelque chose d'extrêmement important à rappeler, qu'on a du mal à palper de loin comme ça, c'est que les gens sont vraiment terrorisés sous la coupe de ce système milicien, qu'ils n'arrivent pas forcément à comprendre, à saisir en termes de modèles politiques, de nouvelles ordres politiques, etc. Parce que ça, c'est quand vous êtes vraiment sous la répression permanente, c'est difficile à sortir la tête de l'eau, mais il y a vraiment l'impression que ce régime milicien est en train de l'emporter très, très nettement. Donc, ce qui va expliquer qu'en fait, la participation aux élections, officiellement, elle est de 40%, en réalité, elle est de 20%. En fait, 40%, c'est 40% des électeurs qui ont été enregistrés sur le vote électronique, mais en fait, c'est 20% des gens qui sont allés voter, et énormément de votes blancs, parmi ces 20%. Évidemment, tous ces gens qu'on force à aller voter, au lieu de... Cependant, les milices là, leur manque de coordination et de leadership va leur poser un problème énorme, c'est que malgré le fait qu'elles remportent énormément de voix, donc plus de 300 000 personnes vont quand même voter pour elles, elles vont aux élections d'ordre dispersé. Pour des élections dont le scrutin a été revu, donc avec 83 districts électoraux, et surtout un scrutin nominatif où il faut présenter un candidat de façon très précise par district, au lieu de présenter une liste qui vous aurait permis, donc, présentant différentes listes, une liste avec différents noms de milices, etc. Et puis finalement, on fait un calcul à la fin, et puis le total vous permet de ensuite répartir le nombre d'élus. Là, ça ne fonctionne pas comme ça, il faut des noms. Et là, impossible pour les milices de se mettre d'accord, énormément de compétition, elles présentent des fois plusieurs candidats par district. Également, on observe une scission entre les Kataib Hezbollah et les Brigades Badr, Kataib Hezbollah qui présentent leur propre parti, et donc qui vont directement taper dans la même base électorale que le corps milicien, que le principal de la liste Al-Fatah. Et donc, au final, les milices passent de 48 élus à 17. Et évidemment, donc, défaite électorale de ce point de vue-là. Alors même qu'elle contrôle le terrain, qu'elle domine le champ économique et politique. Alors, encore quelques points importants. À ces élections, tous les partis perdent des voix.
les sadristes, qui sont portés comme les grands gagnants avec 73 élus, en fait, passent de 1,2 million de votes à 600 000. Les sadristes peuvent être un peu comparés au parti kurde, le Parti démocratique du Kurdistan, le PDK, en termes de capacité à sophistiquer la campagne électorale et s'imposer dans la campagne. Le PDK perd également 300 000 voix, alors qu'il tente de mobiliser massivement son électorat. Derrière ça, en fait, on se pose la question de comment des organisations politiques irakiennes peuvent encore réussir à s'organiser, à faire campagne dans un contexte où les deux compétitions exacerbées autour justement d'enjeux économiques et d'enjeux pour prendre des postes politiques dans les gouvernorats, dans les ministères, pour accéder à cette rente étatique. Or, on y reviendra peut-être ça dans la discussion, mais ça pose énormément de questions et on s'aperçoit que seuls les groupes politiques les mieux préparés, les plus rationalisés, en fait, arrivent à passer le cap des élections. Pourtant, ces élections n'apportent rien de très nouveau, à part une vingtaine de candidats indépendants qui ont réussi de façon extrêmement courageuse à passer les différents plafonds de verre et à être élus. 70 à 80% des candidats élus sont les partis traditionnels. Donc, en fait, il y a une reproduction des forces politiques par le système. Et finalement, si les sadristes, avec leur coalition de 73 élus et d'à peu près 650 000 voix, en fait, en phase 2, ils retrouvent la liste Al-Fatah pro-iranienne. Si on la remet dans un cercle d'alliance avec ce qui reste du parti d'Awa autour d'Al-Maliki, peut-être Al-Hakim et puis d'autres, Kataib Hezbollah, etc., et des indépendants, en fait, ils arrivent à balancer la coalition sadriste et eux-mêmes arrivent à environ 80 élus s'ils arrivent à former cette coalition. Donc, en fait, les sadristes sont loin d'avoir, ils sont arrivés premiers aux élections, mais ils sont loin d'avoir gagné la bataille post-électorale. Et derrière ça se pose actuellement la question de comment former un gouvernement. Alors, le plus simple serait de dire, voilà, en fait, les sadristes pourraient s'allier aux sunnites qui ont quand même son deuxième groupe parlementaire actuellement, derrière Al-Boussi, et au PDK, le principal parti kurde qui a remporté 31 élus au Parlement. Et puis voilà, en fait, il aurait une majorité qui pourrait mettre en place un gouvernement efficace, qui est capable de trancher, prendre des décisions, passer des réformes, etc. En réalité, le jeu politique irakien ne fonctionne absolument pas comme ça. Les sadristes sont obligés de discuter avec la famille chiite, et c'est une fois que la famille chiite, donc c'est à discuter avec le parti d'Awa et les milices pro-iraniennes, et c'est une fois qu'une décision a été prise dans le camp chiite, qu'ils iront demander aux indépendants, aux minorités, donc aux sunnites ou aux kurdes, de s'allier à eux. Et ce qui risque de se passer, c'est que bien évidemment, ils vont préférer l'alliance avec les Kurdes qui ne demandent pas grand-chose et qui se satisferont très bien d'un gouvernement de consensus à Bagdad qui ne fait rien dans les 4 prochaines années. Et derrière ça, évidemment, les sunnites, encore une fois, vont être marginalisés du jeu politique irakien, se retrouver dans un no man's land politique ou propice à de nouveaux mouvements de protestation qui, sans doute, permettront une accélération de la reformation de l'État islamique. En conclusion, donc, ce qui est extrêmement intéressant dans ce contexte post-électoral, c'est qu'on rentre dans une phase de négociation là, depuis 1 mois et demi. Les milices chiites pro-iraniennes jouent un jeu légaliste. Donc, bien sûr, elles mettent leur rapport de force en avant, donc tir de drone sur le Premier ministre, continuent à harceler les forces de la coalition, tout ça pour se repositionner un peu au centre du jeu, montrer qu'elles sont là, qu'il faut compter sur elles, il faut les prendre en compte. Seulement, les manifestations qu'elles organisent reprennent exactement les modes d'organisation des mouvements de contestation qu'on a eu en 2009, qui justement contestaient ce modèle milicien. Et derrière, il y a l'idée aussi qu'il ne faut pas aller trop loin dans la revendication qu'elles ont, parce que de toute manière, elles contrôlent le pays, elles contrôlent la sécurité, etc. Et en plus de ça, leur principal allié, qui est Maliki, a fait un relativement bon score aux élections. Donc, il ne faut pas non plus trop le mettre en difficulté. Elles sont pris un peu dans cette double stratégie de on utilise nos réseaux clandestins pour frapper fort et s'imposer, et en même temps,
on doit jouer un rôle légaliste. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de l'État, on a besoin d'une reconnaissance internationale, et en fin de compte, on doit dominer notre famille politique chiite et s'imposer. Alors, un dernier point dans cette conclusion, c'est le fait que cette famille chiite est en proie à des compétitions internes extrêmement fortes. Deux tendances dans cette compétition. La première, c'est par le bas. Les brigades Badr, donc, qui, comme j'ai dit, arrivent à prendre le ministère de l'Intérieur en 2004 et puis ensuite s'imposent sur le système sécuritaire, etc., sont actuellement face à une contestation, et ça se voit au niveau des conseils militaires, des chambres d'opération militaires locales, dans chaque gouvernorat, contestation par les groupes miliciens, Kataïb Hezbollah, Saïb al-Haq, Mujaba, etc., qui sont montés en force dans la guerre sous Maliki et puis dans la guerre contre l'État islamique, et qui contestent le droit d'avoir en fait plus de marge de manœuvre, plus de prise de décision dans les opérations militaires, sécuritaires, etc. Et en fait, les officiers des Badr qui jusque-là commandaient ces conseils de ces chambres d'opérations militaires peinent ont de plus en plus de mal à imposer leurs décisions à ces ensembles miliciens locaux. Et en plus de ça, on voit que plus ces groupes miliciens se sédentarisent, avec des commandants locaux, etc., plus il y a des problèmes de corruption, et en fait, plus les hiérarchies, les passages de décision sont difficiles. Donc, les brigades Badr sont moins efficaces sur le terrain, et ce qui explique aussi cette fragmentation du groupe. Et deuxième compétition, et là, c'est par le sommet de l'État, c'est les sadristes. Eux ont très peu pris part à la guerre contre l'État islamique. L'armée du Mali, qui existait jusqu'en 2008, en fait, ne s'est pas vraiment reformée, même s'ils ont des forces. Les brigades de la paix, les Sari al-Salam, elles sont quelques dizaines de milliers d'hommes, c'est pas du tout la même force de frappe. Par contre, les sadristes jouent un jeu beaucoup plus politique en tentant de coopter, de capter les élites à la tête de l'État. En fait, ce qu'elles ont fait, c'est qu'en 2018, après les élections, elles s'aperçoivent que pour tenir, il faut qu'elles fassent alliance avec les forces chiites libérales. Et notamment, ça va être leur principal cavalier, ça va être Kadhimi, le Premier ministre actuel. Et en faisant alliance avec lui, en lui apportant en soutien une base populaire, en tout cas en lui promettant de tenir un peu la rue et de l'aider à tenir un peu la population par le bas, elles prennent des postes, des positions à très haut niveau au sein de l'État. On l'a vu là dernièrement. Donc, une des grandes réformes de Kadhimi, c'était d'avoir divisé l'Amn al-Watani, donc la sécurité de l'État, en deux grandes structures, la NSS et la NSA. Et bien, en fait, cette division de la sécurité de l'État, qui était tenue jusque-là par les brigades Badr, c'était en fait créer un espace pour le donner aux sadristes. Et donc, on a vu les sadristes rentrer dans l'appareil sécuritaire. Et là, l'enjeu de ces élections pour les sadristes, c'est de prendre l'ensemble, essayer de contrôler l'ensemble de cet appareil sécuritaire, et peut-être même de prendre le contrôle, pas seulement de la sécurité de l'État qui dépend du cabinet du Premier ministre, mais reprendre le contrôle du ministère de l'Intérieur et de chasser, donc d'attaquer les Badr, les brigades Badr, ces groupes pro-iraniens, sur leur propre terrain de jeu, qui fait leur force. Et c'est là où on voit une résistance frontale, une compétition extrêmement forte entre ces groupes pro-iraniens et les sadristes sur cet enjeu de qui contrôlera la sécurité à l'issue de cette compétition post-électorale. Et évidemment, l'ensemble des groupes pro-iraniens, mais que ce soit ces brigades pro-iraniennes, Maliki, même Al-Hakim, etc., refusent de voir les sadristes emporter le contrôle sur l'appareil sécuritaire. Et Moqtada al-Sadr en face a beau jeu de dire si j'arrive à former le gouvernement que je veux, en fait, je déclarais la dissolution des PMF et des groupes illégaux, miliciens illégaux qui raquettent le pays, etc. En fait, quand il dit ça, il vise précisément le contrôle des appareils sécuritaires de l'État. Et en face, évidemment, il y a un mur qui se forme contre lui. Et donc, on en est là dans les négociations. Face à ça, et je conclue là-dessus, les brigades pro-iraniennes, évidemment, sont dans une montée peinant en fait, à s'imposer sur le plan politique, sont dans une montée en puissance dans la confrontation par rapport aux forces occidentales. Et donc là, probablement, les semaines et les mois qui viennent vont être en fait un retour au vieux jeu de la confrontation avec les Américains.
pas tellement pour chasser plus qu'il faut les Américains, même si c'est ça leur objectif final, mais aussi également pour, à travers les Américains, en fait, ce qu'elles atteignent, c'est Kadhimi, c'est les forces fédérales chiites, pour leur dire, écoutez, il faut faire alliance avec nous, pas avec les islamistes, on est là, on tient le terrain, et vous devez jouer voilà, avec nous. Merci beaucoup, Arthur. Et vraiment, le panorama, le résumé que tu viens de nous présenter nous donne une connaissance un peu plus vraie, réelle de la situation sur le terrain que quand on s'en contente de lire les rapports stratégiques, les différentes littératures qui ne parlent que des enjeux régionaux sans prendre en considération les forces locales, que ce soit, comme tu dis, les différentes alliances, le changement des alliances. Parce que Sadr, tu me corrigeras, il change pas mal de veste, c'est-à-dire il est souvent très pragmatique dans la gestion politique. Il n'est pas du tout quelqu'un qui est, comme on le présente, attaché à un discours rigoureux, religieux, mais il le dépasse largement et des fois, il le contredit. Mais je me permets de te relancer sur quelques points. Dans toute la présentation, il me semble que l'armée était absente. Quel est le rôle de l'armée? Est-ce que l'armée, parce que moi il y avait une légende au début de la guerre entre l'Iran et l'Irak, c'est que les Irakiens chiites étaient des nationaux, c'est-à-dire ils ont combattu l'Iran comme les autres. Ce n'était pas une guerre entre chiites et sunnites. Et là, quand tu parles de la présence depuis 1982 de Rouat Badr, Hizb Dawa, est-ce que c'était une présence forte ou c'était minoritaire? Parce que la légende veut dire, et qu'on a tous cru, que l'ensemble du peuple irakien a fait la guerre à l'Iran. On ne pouvait pas faire cette distinction communautaire. Si tu notes, je peux enchaîner sur un autre point. Les Américains qui sont maintenant attaqués par Ansar al-Haq, Hajj al-Shami et autres, est-ce que c'est eux qui ont décidé que l'Irak, parce que, bon, je reformule, parce qu'il y a 2 jours, j'ai suivi un débat sur Mediapart avec Stéphane Lacroix et Sabrina Merma. Quand le journaliste a posé la question sur le rôle des Américains dans l'iranisation de l'Irak, ils étaient tous les deux un peu sceptiques en disant que peut-être il n'y avait pas cette volonté de donner l'Irak à l'Iran d'une manière directe, mais le fait que, comme les Américains, ils ont mal géré la situation, c'est tombé dans les mains des Iraniens. Quelle est l'option que tu privilégies plus? Est-ce que ce n'est pas les Américains qui ont décidé qu'il faut peut-être, en renforçant les forces chiites, même si elles sont très proches d'Iran, comme ça, ils réalisent leur stratégie en Irak? Merci beaucoup pour ces questions. Oui, évidemment, l'armée irakienne sous le Baas, c'est une armée nationale. Les Kurdes sont très présents dans cette armée, les chiites également. J'ai donné l'exemple d'un ami. Alors, cet ami est maintenant très proche des brigades pro-iraniennes, justement. Lui-même est chiite et il voit l'Iran comme la solution pour justement chasser les Occidentaux et puis permettre de stabiliser le pays face aux ingérences occidentales qui, lui, a une 35 ans, une quarantaine d'années, pardon. Ce qu'il a connu, c'est surtout la déstabilisation du pays de suite de l'intervention américaine. Donc pour lui, d'une façon logique, il faut se débarrasser de l'intervention occidentale et pour sanctuariser l'Irak, quel allié ils ont? Ils ont l'Iran, il faut se servir de l'Iran. Et alors en fait, lui, son père, c'est là où l'histoire devient intéressante, était donc dans les forces spéciales, rentre dans les forces spéciales irakiennes dans les années 70. 73, il va faire
la guerre contre Israël. 75, il va faire la guerre contre les Kurdes dans le nord du pays, qui gagne. Les années 80, la guerre commence contre l'Iran, il se fait toute la guerre jusqu'en 88. Après, il envahit le Koweït en 91. Finalement, il va être démobilisé parce qu'il a fini son temps à la fin des années 90. Et lui, chiite, pratiquant un peu, etc., même si c'est sous base, c'est moins évident, mais extrêmement nationaliste. Et évidemment, il n'aime pas Saddam Hussein, mais sur le pays, il faut se battre, il faut mourir pour son pays. Et le fils, tout le contraire. Il voit le pays totalement à feu et à sang, détruit par une ingérence occidentale qui n'a pas vraiment de stratégie. Je vais revenir à ta deuxième question tout de suite, mais qui certes laisse les Iraniens faire un peu leur jeu, mais en même temps, c'est qui les Iraniens? C'est qui ces groupes de politiques qui raquettent le pays, n'ont pas vraiment de stratégie. Mossoul tombe en 2014 de façon complètement saugrenue, avec l'effondrement de l'intérieur de l'ensemble de l'appareil sécuritaire. Et lui, il se dit, il faut reconstruire ça. Et là, l'aventure milicienne avec ces milices pro-iraniennes en 2014 va être extrêmement forte et va attirer énormément de jeunes cadres aussi vers ces milices qui se disent, ça y est, on peut reprendre le contrôle du pays, on va contrôler l'état de l'intérieur et on va faire en sorte que jamais juin 2014 n'arrive à nouveau. Et évidemment, d'ailleurs, ça, ces gens sont eux-mêmes instrumentalisés par des logiques régionales beaucoup plus fortes. Hein. Il y a l'Iran qui change à contrôler le pays. Mais il y a cette dimension sociologique, je pense, extrêmement importante à prendre en compte, où voilà, il y a même la façon de penser le pays actuellement est totalement différente de ce qu'on pouvait voir sous le régime bassiste. Alors après, est-ce que les Américains ont décidé ou non de donner le pays à l'Iran? Je ne pense pas. Je pense qu'ils ne savaient pas très bien ce qu'ils faisaient en 2003, ça c'est sûr. Hein. L'ensemble des études le montrent. Les interviews qu'il y a eu avec il y a eu énormément de travaux sur comment pensaient les décideurs américains en 2003-2004. Ils ont été pris de court par l'insurrection qui commence, la nécessité de monter une gouvernance, etc. Très vite, des gens comme Chelabi, etc., qui avaient un peu coopté ou qui élevaient sur les besoins de l'offensive militaire, ont donné le pays aux Iraniens. La constitution a été écrite par des partis kurdes et par des partis d'Awa, donc les partis pro-iraniens, qui eux-mêmes parlaient en farsi entre eux. Et du coup, les délégués américains qui étaient là dans le comité constitutionnel ne pouvaient pas suivre les discussions parce que leurs interprètes comprenaient que l'arabe, c'était que arabe-anglais. Et en fait, dès ce moment-là, on voit, et puis même dans les débats, la manière dont les groupes pro-iraniens vont utiliser la dépacification et tout pour s'imposer, là, ça dépasse largement leur stratégie américaine. Autant, je pense, en 2013, les Américains, las de guerre libérale, comme on les a appelés, contre le terrorisme, décident de donner la Syrie aux Russes. Ça, c'est très clair. Maintenant, on sait qu'Obama, à ce moment-là, il y a eu des discussions, pas vraiment des discussions très formelles avec les Russes, mais enfin bon, il a dit nous, on se retire, donc si vous voulez y aller, allez-y, il n'y aura pas de veto. Et là, les Russes rentrent massivement dans le pays. Et à partir de 2015, donc, font basculer la révolution syrienne, détruisent la révolution syrienne. En Irak, c'est plus compliqué parce qu'en fait, les Russes ne sont pas là. Et puis l'Iran, il y a tout ce problème sur le nucléaire, il y a quand même le lobby israélien, et puis toute une réflexion stratégique par rapport au pays du Golfe et Israël, qui fait que les Américains n'ont pas ce luxe. Mais bon, pris de court, finalement, Obama décide de se retirer en 2011. Donc là, les Américains actent le vrai retrait américain d'Irak, il a déjà eu, en fait. Hein, ce qui reste de forces américaines dans le pays, c'est pour combattre l'État islamique. Il n'y a pas du tout de volonté de revenir dans le pays. Par contre, voilà, le retrait américain se fait en 2011, et puis là, l'Iran, évidemment, monte en force, prend le contrôle du pays. Et puis là, ce modèle d'expansion iranien va détruire l'appareil sécuritaire de l'intérieur, ce qui explique l'effondrement de l'armée irakienne en juin 2014. Et la grande peur actuelle, c'est que les forces de la coalition vont finir par se retirer du pays, et l'Irak n'ayant toujours pas dépassé cette capacité, ces questions de gouvernance, de projection de l'action publique, etc., par ces groupes pro-iraniens, on risque très vite de se retrouver dans la même situation, donc effondrement de l'appareil sécuritaire, remontée en force d'une insurrection. Merci beaucoup, Arthur. Avant que je passe la parole au public et aux
nos amis qui nous suivent par Zoom. Il y a un point que tu as évoqué concernant les relations. Pardon. Il y a un point que tu as évoqué concernant les relations économiques entre les milices et l'Iran. Dans le cas libanais, il s'avère récemment que cette relation s'est inversée. C'est-à-dire, l'Iran utilise le Hezbollah pour trouver des financements, que ce soit par le trafic de drogue, le Pentagone, les réseaux en Amérique latine, les raquettes qu'ils exercent en Allemagne ou au Canada sur les Libanais. Et Hezbollah est devenu une source de revenus ou une sorte de aussi recyclage ou blanchiment d'argent de l'Iran qui est sous sanction. Est-ce que c'est la même logique qui s'applique aussi en Irak? Est-ce que les partis, parce que l'Irak n'est pas sous sanction, il est au contraire, il est gâté par les Européens et les Occidentaux. C'est-à-dire, l'Iran passe par l'Irak comme il passait par la Hezbollah pour gagner encore plus et pour. Oui, exactement. Il y a un jeu économique très fort. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à l'action de ces milices, ou plutôt à cause de l'action de ces milices, le gouvernement irakien n'est plus en contrôle de ses frontières. Les postes frontières sont tous tenus par des groupes miliciens qui contrôlent, qui permettent un libre passage des biens venant de l'Iran. Du coup, ça détruit totalement l'agriculture irakienne, parce qu'évidemment, les produits de consommation, tout ce qui est matière, les fruits, légumes, etc., fait qu'ils sont moins chers en Iran, donc sont importés vers l'Irak. Après, également, sur la question de l'énergie, l'Iran fait vraiment en sorte que l'Irak ne soit pas indépendant et reste dépendant des importations de gaz et de pétrole, etc., et de capacités de raffinement également iraniennes. Mais on trouve ça de partout, en fait. Et puis derrière, évidemment, énormément de trafic de tout genre, drogue, etc., qui commence à se massifier en Irak, mais également en Syrie, d'ailleurs, sous l'action de ces groupes miliciens. Il y a une... alors, comment l'Iran profite de l'économie? Alors, c'est vrai que le Hezbollah libanais est devenu un parti qui joue un jeu national et très autonome en fait des directives de l'Iran. Au final, hein, on a même vu l'Iran limite aller supplier de l'aider dans la guerre en Syrie et de faire des batailles que le Hezbollah libanais ne voulait pas vraiment faire au début, comme notamment remonter dans le nord, attaquer Idlib, des choses comme ça, qui n'est pas vraiment son objectif. Cependant, en Irak, les groupes sont encore trop fragmentés et trop sous la coupe iranienne pour vraiment avoir une vraie autonomie. Après, l'habilité de ce jeu milicien promu par l'Iran, c'est qu'en fait, ces groupes miliciens captent les ressources de l'État, ne coûtent à l'Iran quasiment rien. Et donc, à terme, évidemment, il y a un jeu d'autonomisation par rapport au leadership iranien. C'est que ces groupes sont de plus en plus capables en fait, d'avoir leur propre indépendance économique et logistique, et donc échappent de plus en plus à la coupe réglée du contrôle iranien. Je pense à terme, le cas du Hezbollah libanais, alors, ça voudrait dire une sacrée concentration de ces différents groupes pro-iraniens, sachant qu'on est environ à entre 80 et 90 milices pro-iraniennes en Irak. En Syrie, je crois qu'on est à 120 ou 130. Donc, il y a quand même une dynamique de concentration qui devrait être à l'œuvre en arrivant même au modèle libanais, et ça, c'est peu probable. Mais c'est vrai qu'il y a une autonomisation accrue qui s'opère. Merci. Mais en Syrie, il y a même les Afghans, Azari. Alors, ils ont amené tout le monde. Ouais. Non, on commence par la salle, s'il y a des questions. Mais si vous pouvez parler fort, ou bien micro s'il marche. Vous avez parlé du leadership de certaines de ces élites qui sont importantes. Vous avez parlé aussi de l'élimination de Mendes et de qui s'appelait Qassem Soleimani.
Mohandes avait en gros un réseau qui lui permettait en gros de contrôler la structure des PMF, l'administration en tout cas des PMF, par le haut. Il avait placé tous ses copains qui étaient Hezbollah et Feu Badr, qui est Badr, qui était Hezbollah, pour s'emparer des leviers de contrôle des PMF. Maintenant qu'il est mort, qui c'est qui fait le travail en fait de coordination et qui c'est qui contrôle un peu cette compétition entre appareils et missions? Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà qui est capable de faire le contrôle? En fait, ouais, c'est une bonne question. C'est de moins en moins vrai qu'il y ait quelqu'un capable de contrôler, de coordonner réellement l'ensemble de ces groupes. Hein. Et on a vu, donc les remplaçants de Mohandis et de Qassem Soleimani, en fait, n'ont pas l'autorité, l'expérience et puis les réseaux personnels hein, pour articuler tous ces réseaux. Et on voit de plus en plus, là, depuis l'échec électoral du groupe Al-Fatah, des conseillers iraniens qui viennent en Irak, justement pour faire des déclarations, appeler au calme ou au contraire essayer de faire des négociations. Et donc là, on voit vraiment un avis de faiblesse et un manque de leadership qui s'affirme. Et pour toi, le jeu du PDK au niveau du pouvoir central, c'est de laisser faire ce qui se passe, la guerre de pouvoir entre chiites, pour être tranquille le plus longtemps possible, pour que la région autonome kurde soit tranquille le plus longtemps possible. Oui, exactement. Les Kurdes jouent en fait, les Kurdes se satisfont largement d'un gouvernement de consensus à Bagdad, un gouvernement faible, hein, ça c'est vrai depuis 2005, et en tirent profit. Les Kurdes, en fait, attendent même de pouvoir à terme, étant donné que le gouvernement est de plus en plus faible, l'État islamique remonte en puissance, on s'attend à un moment donné à avoir des mouvements de contestation, des mouvements populaires, parce que les gens ne peuvent pas continuer comme ça dans ces conditions, avec un taux de chômage de 70% dans certaines régions sunnites, etc. Donc, remonter en force de l'insurrection dans les territoires justement disputés, qui sont la zone où l'État islamique est en train de se restructurer actuellement, et donc au final que le gouvernement irakien viennent voir les Kurdes et leur demandent de réinvestir ces territoires disputés qu'ils ont perdus en 2017. Bon, en 2017, ils ont perdu la ville de Kirkouk, hein, mais pas que, mais voilà. Et donc réinvestir ces territoires disputés. Et tout le jeu kurde, en fait, c'est de jouer sur le pourrissement pour pouvoir réinvestir ces zones. Et ça marche. C'est-à-dire que là, on l'a vu la semaine dernière, il y a eu une attaque extrêmement sévère de l'État islamique hein, contre un village kurde au sud de Marmour. Donc, l'État islamique a réussi à pénétrer la ligne de bataille kurde, occuper le village pendant plusieurs heures. La population, une centaine de personnes ont quitté le village. On a revu des scènes qu'on connaissait de juin 2014. Plusieurs dizaines de peshmerga tués, plus des civils, etc. Et suite à ça, le Premier ministre irakien, donc Adimi lui-même, s'est rendu sur place 2 jours après pour signer et pousser des accords avec les Kurdes pour qu'il y ait des forces mixtes kurdo-irakiennes qui patrouillent à nouveau dans cette région et combattent ensemble l'État islamique. Évidemment, ça ne veut pas dire que la coopération Bagdad-Kurde va reprendre, hein, c'est pas encore énormément de tensions qui existent politiques, hein, et c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, en tout cas, ça montre bien le jeu kurde et là où il en est. J'aurais aussi une question pour toi, Arthur. Je disais tout à l'heure que les milices iraniennes, justement, ils avaient du mal à créer une gouvernance à l'échelle locale. Là où je me pose la question, c'est est-ce qu'ils ont réellement un intérêt de le faire, puisque justement ce chaos aujourd'hui leur permet justement de s'immiscer assez facilement justement dans le jeu dans le nord irakien et au-delà de cela, puisque je le disais, c'est même transfrontalier. Ils ont réussi à créer ce que Mali appelle une société guerrière, donc revenir à un jeu, on va dire, un peu institutionnel, est-ce que c'est réellement dans leur intérêt? Ça, c'est une question intéressante, même plus largement sur l'ensemble des guerres civiles. En fait, aucun groupe armé ne peut tenir sans institution sur le long terme, et notamment dans un pays comme l'Irak. Et en plus, avoir des institutions, c'est-à-dire avoir des postes, donc obtenir des ressources de l'État. Et ce que tout nous veut en Irak, c'est les ressources de l'État, c'est la fonctionnalisation, c'est la rente pétrolière, etc.
Donc, en définitive, oui, elles ont intérêt à ce que des institutions fonctionnent. Je prends juste un exemple, le cas du gouvernorat Diyala, qui peut être le gouvernorat le plus violent de l'Irak. Et à Diyala, donc, les brigades Badr s'appuient surtout sur une grande famille, enfin, c'est un clan, quoi. Un clan, c'est une sorte de cartel de gang, qui sont les Tamimi. Donc, c'est une grande tribu chiite, sunnite, mais majoritairement chiite dans cette zone. Les Tamimi, historiquement, sont membres des brigades Badr. Beaucoup d'entre eux sont allés en Iran pendant la guerre Iran-Irak, sont revenus avec le parti d'Awa, les brigades Badr, etc. C'est eux qui sont le fer de lance dans la guerre contre l'armée du Mahdi jusqu'en 2008, pardon. Finalement, les brigades Badr l'emportent parce qu'elles proposent plus de ressources à ce clan. Ils arrivent à coopter l'ensemble de ce clan dans leur escarcelle. Seulement, c'est quand même un clan qui est dans une zone majoritairement sunnite, 60% sunnite. Et pour tenir, et déjà tenir donc le clan qui n'ait pas trop de divisions internes, etc., il faut justement jouer un jeu à un moment institutionnel, donner des postes, se répartir des postes au sein des conseils municipaux, au niveau du gouvernorat, et ensuite utiliser ces ressources aussi pour faire de la captation chez les sunnites. Parce qu'on ne peut pas vivre, donc en fait, c'est un territoire où tout est mélangé, en fait. Village sunnite, chiite, tout se mélange. Et vous ne pouvez pas tenir ce territoire juste sur une politique communautaire. Il faut faire l'inclusion, il faut faire la cooptation. Et vous ne pouvez pas en faire sans les institutions de l'État. Et ce qu'on voit en ce moment à Diyala, c'est que comme vous avez ces logiques de corruption endémiques à la montée en puissance des cadres de ce clan depuis la fin de la guerre contre l'État islamique, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, ils donnent de moins en moins d'attention à la bonne gouvernance. Et on voit de plus en plus des processus, et ils sont même, beaucoup de gens de leur propre clan les contestent sur le fait de corruption, ça explique aussi le fait qu'ils ont perdu les élections dans leur propre district. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le fait qu'ils aient plus de capacité de politique publique, etc., fait qu'il y a une remontée des tensions, notamment avec les sunnites. Et il y a 3 mois de ça, là, il y a eu une attaque de l'État islamique, non, il y a 2 mois, pardon, extrêmement sévère à Diyala, justement, où ils ont attaqué des cérémonies qui avaient lieu dans un mariage, je crois, dans un village chiite, et derrière, levé en masse des chiites, et puis là, il y a eu des effets donc, on revient à nouveau dans le cycle de violence qu'on connaît, hein, ils ont été détruire 3 villages sunnites qui étaient autour, les gens se retrouvent sur la route, à nouveau, le cycle de violence, de vengeance, etc., reprend. L'État islamique s'en alimente, et puis là, on est reparti à Diyala. On est à nouveau sur des scènes de guerre, quoi. Et là, on voit évidemment le fait qu'il y a un effondrement de l'État, de la capacité institutionnelle de l'État, en fait, impacte énormément la stabilité et la mainmise de cet ordre politique pro-iranien qui tente de s'imposer. Et on voit un effet contre-productif. Il y a eu des manifestations très populaires, après les médias, qui ont eu lieu à Bassora. C'était notamment des jeunes qui se sont attaqués au consulat iranien. On sait que Bassora, la majorité, sont des chiites. Alors, est-ce qu'il y a un élan jeune chiite qui s'oppose à la mainmise, malgré la terreur que tu as évoquée, malgré les pressions que les différentes milices exercent? Oui, il y a une vraie volonté d'en finir, hein, et ça se voit notamment dans la jeunesse, mais pas dans dans tous les secteurs de la société et puis des couches d'âge, avec tout ce qui a trait à la corruption. Là, en ce moment, ce qui porte le plus la corruption et ce qui affaiblit considérablement l'État. Les Irakiens sont très étatistes et très nationalistes, vraiment, même sur peu importe les minorités, etc. Et donc, il y a la volonté d'en finir avec cette domination militaire qui détruit l'État. À Bassora, mais pas que Bassora, Bagdadia, Sadia, Bagdad, même, puis d'autres endroits, évidemment, la jeunesse joue un rôle extrêmement important. L'Irak n'a pas fini sa transition démographique. Il est en pleine transition démographique, en fait. 50% ou 60% de la population a moins de 25 ans. Les gens n'ont pas d'emploi, chômage massif. La seule perspective d'avoir un emploi, c'est soit rejoindre la fonction publique, soit peut-être un groupe milicien. Le secteur privé est sous-développé. Et après, derrière ça, les services de l'État, c'est catastrophique. C'est la ville potentiellement la plus riche de l'Irak.
c'est le niveau où la majorité de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc évidemment, les gens, à partir de là, sont prêts à prendre des risques énormes pour aller se confronter à cette domination milicienne. Les consulats iraniens sont devenus une cible régulière des manifestants. Je crois qu'à Bassora, il a été brûlé déjà 5-6 fois. Donc c'est plus qu'un bâtiment sur lequel et les bureaux des milices également sont attaqués de façon régulière. Après, le mouvement de mobilisation qu'on a vu en 2019 s'est soufflé au bout d'un an et demi, déjà sur un jeu politique, hein, où Kadhimi, l'arrivée au pouvoir de Kadhimi, et puis les réformes qu'il fait, la cooptation, le jeu de cooptation qu'il a fait, etc., a affaibli ce mouvement. Alors, je pense que Kadhimi a clairement fait une erreur, c'est qu'en affaiblissement ce mouvement, il s'est affaibli lui-même parce qu'il n'avait plus le moyen de confronter les... Et là, on voit en fait Kadhimi qu'on présente comme un grand libéral, etc. En fait, c'est un technocrate, un classique, et les conseillers qui l'entourent ne valent pas tellement mieux que ceux qui existaient avant. Et je pense que ça a vraiment affaibli le mouvement de contestation. C'est-à-dire coopter dans un mouvement de contestation et des postes, en fait, vous affaiblissez tout l'intérêt d'avoir un mouvement justement acéphale qui est capable de tenir la rue pacifiquement. Et après, évidemment, la répression a évidemment mené un coup très fort à ce mouvement. Après, il y a quand même des choses positives à souligner en Irak, hein, et notamment l'élection de ces 20 élus indépendants qui ont réussi, malgré tout ce qu'ils ont subi, à passer les barrages de feu des partis communautaires et à rentrer dans le jeu politique. Ça, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas. Je pense que les gens n'attendaient pas. Et c'est peut-être quelque chose qui incitera les gens à plus aller voter et ces partis libéraux à mieux s'organiser pour les prochaines élections parce qu'ils voient qu'en fait, c'est possible de contourner ces partis et de les prendre de court aux élections. Pardon, vous avez un peu partiellement répondu à ma question. C'était aussi concernant les contestations populaires de 2019, ce qu'elles sont devenues. Est-ce que les mouvements de citoyens, les mouvements indépendants ont un avenir pour vous, ont un rôle encore à jouer qui n'est pas récupéré par ces milices? Et au-delà, on a vu aussi des slogans lors des manifestations, qui étaient des slogans de rassemblement, d'unité et d'un Irak un peu, même si c'est un héritage d'un nationalisme arabe, etc., qui revendiquait une union nationale, une forme d'union de tous les Irakiens. Est-ce que ce discours a encore un écho dans la jeunesse irakienne actuelle ou c'est plus un mythe qu'autre chose? Oui, tout à fait. Il faut espérer qu'il a un avenir, hein, ce mouvement, comme dans à peu près tous les pays dans le monde, hein, je pense. En Irak, ce discours reste largement dominant dans les classes moyennes qui aspirent justement à une société de consommation, à des biens, à une liberté d'expression, etc., qui existent d'ailleurs en Irak. Il ne s'agit pas de dire que malgré cette couche milicienne, en fait, il y a quand même une vitalité de la société, puis de la scène politique, de la scène médiatique. Il y a peu de médias indépendants, mais les journalistes s'arrangent bien en travaillant pour un parti, ils font sortir des affaires de corruption sur un autre. Les affaires de corruption sont très connues en Irak, en fait. Les médias en parlent, il y a plein de chaînes de télé, des médias, etc. Et c'est là, en fait, où souvent l'Irak est mal compris. Je pense que déjà, c'est un État qui propose énormément de ressources à la population. Il y a une vraie attente de la population par rapport à cet État et puis à ce pays, et il y a une volonté de construire quelque chose. Et là, évidemment, la transition démographique, quand même malgré tout, la montée en force d'une classe moyenne, Bagdad en ce moment, en travaux. Vous voyez des gratte-ciels montés, des terrains qui étaient jusque-là abandonnés, des territoires militaires, etc. Depuis 3 ans, la levée des murs anti-bombes à Bagdad et puis la fin du couvre-feu, etc. Il n'y a pas eu d'attentat à Bagdad majeur depuis un moment. En fait, vous avez une ville qui revit. Et là, derrière, des aspirations qui montent, etc. Et toute la question de ça, et beaucoup de gens de cette classe moyenne, libérale, etc., disent, voilà, en fait, les milices, ils n'ont pas les cadres, à terme, ils n'ont pas les capacités d'emporter les jeux électoraux, etc. Alors certes, peut-être qu'ils vont apprendre de leurs erreurs, ils vont se ressaisir, on va les aider, etc. Mais à terme, une société bien formée, mieux organisée, etc., est toujours plus forte que des proxys projetés par une puissance voisine.
même s'ils ont la force, etc. Et donc, à terme, oui, il y a des changements en cours en Irak, hein, ce soit, et beaucoup de gens comptent dessus pour passer ce mur et faire quelque chose. Vous avez des questions? Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Comme Adel Bakouane, finalement, vous semblez attendre beaucoup de ces députés libéraux qui ont fait leur entrée au Parlement, tout en nous disant d'un autre côté que finalement, ils n'ont pas tant de marge de manœuvre que ça. Que peuvent-ils faire finalement? C'est une très bonne question. En fait, je pense que Adel Bakouane, c'est pareil pour lui. On ne peut pas s'empêcher quand même d'être un peu optimiste et de chercher des solutions et puis d'être avec les gens de cœur qui partagent des affinités. Ça, c'est humain, malgré ces 15 ans de guerre qu'on a traversés. En fait, c'est assez intéressant. J'ai rencontré des élus du mouvement Takadou, qui a partie de ces indépendants, puis d'autres aussi, des indépendants kurdes, etc., que je connais mieux, bien aussi. Tous, en fait, sont élus. Et le moment où ils sont élus, où ils arrivent en fait à avoir coalisé, il faut voir comment se passent les élections, hein. Ils sont élus avec entre 5 et 10 000 voix maximum, donc c'est pas énorme, hein. Si vous faites campagne dans un district très précis, vous défendez votre nom, vous êtes assis sur différents réseaux associatifs, des ONG, passifs dans les mouvements de mobilisation, vous connaissez bien votre terrain, et là il y a vraiment de la politique au niveau local, vous contestez, les gens sont un peu arrêtés autour de vous, finalement vous gardez vous êtes assez courageux pour aller jusqu'au bout, etc. Donc c'est comme ça qu'ils sont élus, sans forcément avoir une grande vision nationale des enjeux qu'il y a autour, etc. Et là, d'un coup, ils se retrouvent projetés à Bagdad, les voir arriver à Bagdad, ils se disent merde, mais non, c'est des trucs à gérer, c'est impossible. En face de nous, on a des puissances politico-miliciennes hyper organisées, ils ont des stratégies, ils ont des comités, ils ont énormément de ressources. Pour un député, ils ont non seulement une armée de garde du corps, mais aussi d'avocats, de juges, de réseaux économiques. En fait, la pression est énorme pour ces gens qui. Et puis, une espèce de côté un peu sidéré, maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour l'instant, la ligne qu'ils ont, qui est très forte, c'est dire on est au Parlement, mais on ne participe pas au gouvernement. Et on reste dans l'opposition, même en étant dans personne ne va les appeler au gouvernement. Mais on refuse toute forme de cooptation. Ils ont bien compris que se faire coopter, même par un Premier ministre dit libéral comme Kadhimi, en fait, ça vous tue politiquement. Et je pense que Kadhimi a pu coopter des conseillers, des gens comme ça, plus ou moins brillants autour de lui, mais il les a tués politiquement, en fait. C'est ça qui s'est passé. Et donc ces gens se disent non, on ne recommence pas les erreurs, là on va rester dans l'opposition et on va s'organiser en tant qu'opposition, ce que le pays a besoin pour l'instant, c'est d'une opposition organisée qui puisse faire le passerelle entre justement des mouvements sociaux dans la rue quand ils vont se répéter, avec justement coordonner ça à la présentation de lois, de choses, etc., qui peuvent concrètement changer la vie du pays. Et là, il y a une double stratégie des mouvements d'opposition. Il y a ceux qui boycottent le système, comme le Parti communiste, donc je crois que c'était 2 élus du Parti communiste en 2019 au moment des mouvements de contestation démissionnent du Parlement et puis ne présentent pas de candidat là, aux dernières élections en disant non, on ne participe pas à ce système qui de toute façon ne va pas du tout dans le bon sens. Et la deuxième stratégie, c'est donc ces mouvements indépendants qui se présentent aux élections, qui arrivent à avoir des postes. Et les deux sont en train, il y a des discussions, mais sont en train en fait de se coaliser. Ça, c'est extrêmement intéressant. Sachant que les mouvements qui boycottent, comme le Parti communiste, il y en a d'autres qui boycottent les élections, finalement, les gens ont voté avec leurs pieds. Hein, ils ont 4, enfin, ce qu'ils disent, c'est que voilà, 20% de la population a voté, et nous, avec les 80% qui restent, qui rejettent ce système. Et là, il y a une dynamique intéressante qui est en train de se mettre en place. Il faut espérer que le prochain rapport de force avec des mouvements de mobilisation va être beaucoup plus structuré, en fait, avec des messages clairs, relayés au sein du Parlement, etc., et capable de mettre vraiment sous pression le système politico-milicien. En tout cas, c'est la stratégie. Peut-être tu l'as dit, mais je n'ai pas fait attention. Ces 20 députés, ils viennent de quel background? Est-ce qu'ils viennent aussi des partis de gauche ou
des ONG qui ont été montées au début des années 2000 avec l'aide USAID, les gouvernements européens, parce qu'il y a toute une classe, que ce soit en Palestine, en Syrie, ailleurs, on appelle ça l'ONGisation de la société civile. Ouais. Non, je vous rassure, c'est rien à voir avec les Palestiniens, heureusement pour eux. C'est-à-dire toute cette classe portée, cette société civile un peu factice, avec des gens qui n'ont pas vraiment d'ancrage, qui flottent un peu comme ça, et puis qui se retrouvent en fait dans des cabinets un peu bizarres. Non, c'est pas du tout le cas en Irak. Là, il y a vraiment le profil militant qui est dominant. Des gens qui ont traversé un mouvement d'opposition, de mobilisation très dur, tous eu des morts autour d'eux. En Irak, c'est quelque chose qu'on a du mal à en parler, puisque c'est tellement commun en fait d'avoir des proches qui sont tués, ou torturés ou enlevés. Mais ça, c'est extrêmement fort dans les trajectoires. Il y a une volonté du coup de pas tellement prendre du soutien occidental parce qu'ils savent que ça les stigmatise et ça joue le jeu en face de la répression. Et là, il y a eu un apprentissage de ce point de vue. On n'est pas 2004, la révolution orange en Ukraine, ou des choses comme ça. Et il y a une conscientisation politique, il y a une politisation qui est extrêmement forte, qui s'est faite déjà largement, hein, mais qui est en train d'aboutir, de se préciser sur des revendications très techniques, des réformes de loi, de procédures, de règlements internes du Parlement, des choses comme ça. C'est des discussions qui peuvent paraître de toute façon des fois un peu décalées par rapport au conflit plus vaste, etc., qui touche le pays, mais c'est un combat pied à pied qu'ils sont capables de remporter parce que justement, ils jouent sur le côté technique. En face d'eux, ils ont des groupes qui suivent plutôt des intérêts très corrompus, etc., qui détruisent l'État. Et ils apportent des choses comme ça qui peuvent s'allier en fait l'assentiment en fait, des groupes en face. Et du coup, ils peuvent faire des coups comme ça qui leur font passer une loi. En fait, ça va les aider plus tard. Les autres sont obligés de la voter parce que s'ils ne la votent pas, ils passent pour des gens qui refusent de mettre fin au chômage, etc. Donc c'est plutôt une réflexion comme ça par le bas qui semble se mettre en place. Évidemment, après, ce qui s'est toujours passé jusque-là en Irak, c'est la cooptation. Et du coup, la destruction de ce genre de tentative de construction de mouvements indépendants par la cooptation des grands partis. Et ça, évidemment, personne n'a l'air. Sur ce point positif qu'on espère qu'il va se développer au fur et à mesure, je remercie Arthur de partager avec nous ses analyses et je vous remercie aussi de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite des joyeuses fêtes de fin d'année. Il n'y a pas d'activité d'ici la fin de l'année. On commencera en janvier. Vous verrez tout sur notre site. Et je vous invite à s'inscrire à notre newsletter, parce que nous, on ne peut pas vous inscrire avec la nouvelle loi qui protège les informations et les données personnelles. Merci beaucoup, Arthur. Merci, Serge. Et le Carré est fier de t'avoir comme un ami, comme un fidèle. Et nous sommes toujours en attente que tu repasses quand tu es à Paris pour partager avec nous tes analyses vraiment, vraiment pertinentes. Avec plaisir. Merci. Merci.